Bonsoir à tous, dans un quart d'heure, c'est dans l'air, mais tout de suite, c'est-à-dire. Emmanuel Pierrat, bonsoir. Vous êtes écrivain, avocat. Vous publiez Les francs-maçons et le pouvoir aux éditions First Histoire. Alors vous retracez toute l'histoire de la franc-maçonnerie qui est née, donc on l'apprend, en Grande-Bretagne et qui est arrivée en France au début du XVIIIe siècle. D'abord, ça vient d'où ce nom franc-maçon et quelles sont les idées, les valeurs que véhiculent les francs-maçons? Alors, la franc-maçonnerie, comme vous l'avez remarqué, fête ses 300 ans. Et franc-maçonnerie, ça vient donc, c'est un terme anglais traduit, mal traduit, puisqu'à l'origine, c'est free mason, ce qui veut dire maçon libre. Donc, c'est pas franc, c'est plutôt libre, liberté. Et puis maçon, pourquoi? Parce que c'est l'idée de construire une société. Donc ça vient vraiment du maçon qui Oui, ça vient vraiment du maçon. On parle de maçon opératif quand on parle des bâtisseurs de cathédrales et on parle de maçon spéculatif quand les gens essaient de construire une nouvelle société avec des idées. Donc on est passé d'une franc-maçonnerie opérative, les cathédrales, etc., à une franc-maçonnerie spéculative, ces sociétés philosophiques, secrètes, discrètes, qui essaient de penser le monde différemment. Alors le premier grand fait d'armes des francs-maçons au XVIIIe siècle, on l'apprend dans votre livre, ce sera la Révolution américaine. Lafayette était franc-maçon. Lafayette était franc-maçon, part évidemment aider les insurgés américains pour lutter pour l'indépendance, et puis il se retrouve évidemment immédiatement entouré en terre de connaissance, parce que George Washington est franc-maçon, Benjamin Franklin est franc-maçon, c'est un des pères constituants de l'Amérique. Il a vécu à Paris pendant son exil, il était ici, on va dire en France, il a été initié à la franc-maçonnerie, il est devenu vénérable maître, c'est-à-dire président d'une loge maçonnique avant de repartir aux États-Unis. Et tous les pères constituants de l'Amérique sont quasiment tous francs-maçons. Au moment de la Révolution américaine, à Washington, c'était un repère de francs-maçons, à tel point, moi je pensais que c'était une légende, sur le billet de $1, effectivement, vous dites, c'est bien vrai, là dans la pyramide, tout ça, ce sont des symboles maçonniques assumés. Oui. Alors, vous allez nous les décrypter, on va le voir en gros, là, ces symboles maçonniques. Alors, il y en a deux très visibles sur ce billet. D'abord, évidemment, une pyramide, et puis elle n'est pas tout à fait terminée, et au-dessus, ce qu'on appelle un delta lumineux, c'est-à-dire un triangle avec un œil supérieur qui représente, on va dire, un être suprême, mais ce n'est pas tout à fait la bonne formule. C'est aussi un symbole qu'on retrouvera dans des religions, hein, mais qui signifie une pensée un peu supérieure au simple mortel que nous sommes. Et la pyramide, ça symbolise quoi chez les francs-maçons? La pyramide, elle vient chez les francs-maçons de l'idée que la lumière doit nous inspirer. La franc-maçonnerie, le XVIIIe siècle, les lumières, la philosophie. Ouais. La lumière, elle vient d'où? Elle vient de l'Est, elle vient de l'Orient. Au XVIIIe siècle, l'Orient, c'est l'Égypte. Le début du fantasme. Les pyramides égyptiennes. Et puis l'idée de la construction d'un bâtiment qui a résisté pendant des milliers d'années à tout, qui est une des 7 merveilles du monde, qui est d'une géométrie parfaite et qui donc va être en quelque sorte ce qu'il faut à nouveau rebâtir. Alors, les francs-maçons, donc à l'origine de la Révolution américaine, en revanche, ils ont été moins influents, vous nous dites qu'on le dit dans la Révolution française. Alors, néanmoins, ils sont un peu influents, notamment, il y a Joseph Guillotin, le père de la guillotine, est un franc-maçon. Pourtant, la guillotine, ce n'est pas le symbole de l'humanisme que veut véhiculer les francs-maçons. Nous en sommes d'accord aujourd'hui. Et les francs-maçons ont beaucoup lutté pour l'abolition de la peine de mort, au XXe siècle notamment. Voilà. Mais quand on est au XVIIIe siècle, quand on est Joseph Guillotin, on pense à quoi? Aux souffrances que vivent les condamnés. Avant la guillotine, qu'est-ce qu'on fait? On écartèle, on découpe. On passe des heures, des minutes au minimum, à faire souffrir les suppliciés. Et donc ceux qui doivent en théorie être exécutés. Guillotin est un médecin, il est franc-maçon. Il dit, écoutez, on va faire un système rapide, efficace, certes douloureux, mais douloureux en 1 seconde. Et voilà comment naît la guillotine que s'approprie la Révolution. C'est une avancée au XVIIIe siècle, c'est évidemment une barbarie regardée par les yeux de 2016. Nous en sommes d'accord. Alors, la franc-maçonnerie a beaucoup d'autres choses à voir avec la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Voilà, la Marseillaise. La Marseillaise, mais on lui a prêté aussi des choses qui ne lui appartiennent pas et qui participent d'un mouvement plus général. Puisqu'après on dira la terreur, tout ça, c'était un complot franc-maçon, etc. Alors, c'est surtout ce qu'on apprend lors de la Troisième République, que la franc-maçonnerie va vraiment pour le coup être influente et à l'origine de réformes majeures dont on parle encore aujourd'hui tous les jours. Enfin, alors quels vont être les grands changements que va insuffler la franc-maçonnerie lors de la Troisième République? La Troisième République, c'est la République des francs-maçons. Il faut bien le dire, c'est-à-dire que tous les hommes de pouvoir qui arrivent aux commandes de l'État, dans les ministères, ont été initiés à la franc-maçonnerie. Et donc ils partent avec quelques idées. L'un des plus célèbres d'entre eux, c'est Jules Ferry. Que fait-il? Quel apostille? L'école laïque, gratuite, obligatoire pour les filles et pour les garçons. En rappelant qu'auparavant, l'école, elle est subordonnée à l'Église catholique
et ne vont donc en classe que des gens qui fréquentent un curé et qui donc sont soumis en quelque sorte au discours du curé qui par ailleurs ne s'adresse qu'à une toute petite partie de la population, des enfants. Donc, grande idée maçonnique, et puis surtout après, jusqu'à 1905 où elle sera votée, l'idée de la laïcité, l'idée de mettre à distance les affaires religieuses qui appartiennent à l'intime, à quelque chose qui est propre mais doit rester à l'intérieur de chacun, et puis la façon dont la société doit être organisée. La fameuse loi de 1905 dont on parle tous les jours est une loi qui a été insufflée par les francs-maçons. C'est une loi totalement maçonnique. C'est l'idée selon laquelle il faut véritablement ne pas confondre les choses. La spiritualité, les superstitions, les légendes, les croyances, très bien. Mais alors dans ce cas, vous les gardez pour vous et vous n'en faites pas un modèle de société. La franc-maçonnerie, elle fait cette ligne de marquage, cette ligne de séparation. Et cette ligne de séparation, elle la portera jusqu'à des termes très contemporains parce que la loi sur le voile, tout cela fait partie d'un corpus idéologique qui est né, on va dire, sous la franc-maçonnerie, sous la Troisième République. Alors ils vont également porter la loi sur le divorce. Et puis au début du XXe siècle, les francs-maçons vont porter le pacifisme. L'ancêtre de l'ONU, la SDN, la Société des Nations, c'est encore une création franc-maçonne. Oui, il y a des très grands francs-maçons qui participent à l'idée qu'il faut que les hommes à travers le monde se tendent la main et arrêtent de s'entretuer. Léon Bourgeois, immense franc-maçon, crée la Société des Nations, donc avec véritablement cette idée, on sort de la boucherie de 1914-1918. Nous célébrons, le centenaire, je ne sais pas si on peut célébrer, nous commémorons les millions de morts de l'Europe de 14-18. Donc ce traumatisme est tellement important que la franc-maçonnerie dit qu'il faut surmonter les guerres, le militaire, et il y a beaucoup de militaires francs-maçons, et arriver à une société qui arrive à s'entendre malgré les différences linguistiques. Et oui, mais ça va se retourner contre les francs-maçons eux-mêmes, parce qu'on va les accuser, du coup, à force d'être pacifistes, d'être défaitistes, et d'être même à l'origine de la guerre de 39-45, enfin de la défaite de 39. C'est la grande idée, la grande fixation de Pétain, par exemple, qui, en sortir de 14-18, pensera qu'en raison du pacifisme des francs-maçons et de leur activisme important sous la Troisième République, sa carrière militaire a été bridée ou freinée par les frères ou les sœurs qui ont été initiés en maçonnerie. Il fait donc une fixation idéologique en se disant les pacifistes, les défaitistes, ceux qui, etc., sont les francs-maçons. Et puis les choses se renverseront parce que les francs-maçons seront des résistants en grande partie, parce qu'il y aura Pierre Brossolette et Jean Zay qui sont retrouvés au Panthéon, et finalement seront ceux qui ont combattu la France, on va dire, de Vichy et celle de Pétain. Mais quand même, cette idée qu'il y a un complot des francs-maçons qu'on juge apatrides, qui seraient contre la France, etc. On l'entend souvent, cette idée du complot maçonnique. Comment vous l'expliquez ? Ce côté mystérieux et maléfique deux éléments importants des francs-maçons. D'abord, la franc-maçonnerie reconnaît comme membre à part entière des gens que la société française, pendant longtemps, a réprouvés ou mis à son banc. Les juifs, les protestants, plus tard les aveugles, les noirs, c'est-à-dire des gens qui représentent en réalité la diversité de notre pays. Et ça, la République mettra plus de temps à véritablement accorder cette espèce de droit. Et donc des gens qui acceptent de se réunir avec des juifs, avec des protestants, avec des marginaux ou des minoritaires de la société, elles posent un problème. Ils se réunissent, mieux encore, de façon secrète ou discrète, c'est-à-dire sans indiquer à quel endroit et en communiquant avec un langage codé et en s'appelant mon frère, ma sœur et en se tapotant dans les mains ou sur le corps par des petits signes discrets pour se reconnaître. Et ça, évidemment, ça fait naître les fantasmes et les spéculations. On est persuadé que parce que les gens se parlent avec discrétion, ils se parlent dans l'idée d'un complot. Mais ça n'est pas si simple que ça. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, vous direz la franc-maçonnerie va perdre en influence parce qu'elle sera supplantée par une autre religion, entre guillemets, les communistes. L'idée communiste va supplanter l'idée maçonnique. Les présidents de la Ve République, est-ce qu'on a beaucoup dit que François Mitterrand était franc-maçon? Alors, est-ce que vous savez le vrai du faux? Il a été franc-maçon ou pas? François Mitterrand n'était pas franc-maçon. Mais il a compris l'importance historique et politique de la franc-maçonnerie en France. Et donc, il s'est entouré et il a décidé, en quelque sorte, de pactiser avec les frères, lesquels ont dit à un moment, on fait savoir à François Mitterrand qu'il n'était pas non plus au service du gouvernement qui était arrivé en 1981. Alors après, il y a une part de spéculation. Dans la pyramide du Louvre, évidemment, les uns et les autres veulent retrouver la pyramide qu'on a dans notre fameux billet de 1 $, etc. C'est pas du tout si simple que ça. Et sincèrement, la pyramide n'appartient pas exclusivement aux francs-maçons. Ce qui est certain, c'est que la République française, même aujourd'hui, elle est constituée par des hommes et des femmes de pouvoir qui, pour une bonne partie, viennent de la franc-maçonnerie. Mais d'autres viennent aussi des églises, des religions et de tout un tas d'autres rassemblements philosophiques. Voilà. Elle a sa part dans l'histoire de France. C'est une clé de lecture de l'histoire importante de notre pays. Il ne faut pas la surestimer, mais pas non plus la sous-estimer. Voilà. Vous racontez aussi, détail amusant, que Chirac était vexé qu'on ne lui ait jamais proposé d'être franc-maçon, parce qu'il était très intrigué par la franc-maçonnerie. Et vous concluez votre livre en disant que la franc-maçonnerie ne souffle pas des réponses, elle souffle des
questions. Des questions. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Piarrat. Donc tous sur la franc-maçonnerie et son influence au gré des siècles sur l'histoire de France. Les francs-maçons et le pouvoir, c'est aux éditions First Histoire. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.